Hello Top Top Mom! Sujet du jour, ton bébé Homo sapiens en mode nomade. Puis pourquoi je veux te parler de ça aujourd'hui? C'est parce que l'être humain a évolué sur plein de points, mais il y a plein de points qui n'ont jamais évolué. Puis si on parle du développement de ton bébé Homo sapiens en mode nomade, mais ça va t'aider à comprendre bien des affaires de ton bébé d'aujourd'hui qui sont des patterns qu'on traîne depuis l'âge des cavernes. Il y a de ça des milliers ou des centaines de milliers d'années. Je sais plus trop, là, d'ici n'étant pas un cours d'histoire, d'accord? Mais bien un cours d'anthropologie 101 pour comprendre ton enfant, comprendre son développement, puis te rendre compte qu'il y a des choses qui se passent dans ton quotidien qui s'expliquent par le développement du bébé Homo sapiens en mode nomade. Donc, on revient quelques années en arrière, nous étant femmes des cavernes. J'aimerais quand même faire une aparté qui a été prouvée que c'est pas juste les hommes qui chassaient le mammouth, il y avait des femmes guerrières aussi qui partaient chasser le mammouth. Chose que j'ai trouvé très intéressant parce que je fais plein de parallèles avec l'homme des cavernes. Papa chasse mammouth, maman prend soin des enfants. Mais il faut savoir aussi qu'il y avait des guerrières parmi nous. Et j'en suis certaine, je ne peux même pas croire qu'on en a déjà douté. Donc, premier fait cocasse, il faut comprendre que dans le mode de vie de l'Homo sapiens en mode nomade, on dort toutes dans la même grotte. Fait que ça, c'est comme un genre de power trip qu'on s'est mis, cette pression-là, en fait, avec le fameux American Dream, de dire qu'il faudrait que chaque enfant ait une chambre. Mais en fait, là, le plus beau cadeau que tu peux pas offrir à tes enfants, c'est de partager la même chambre avec sa fratrie, pardon. Parce qu'on n'est pas fait pour être seul. L'humain est un être social. On a besoin des autres pour fonctionner. Bon, il y en a qui sont un petit peu plus sauvages que d'autres. Ça fait partie des tempéraments et des personnalités. Mais globalement, on est un être social qui a besoin les uns des autres. Donc, c'est pour ça que souvent le cododo en chambre partagée ou en lit partagé va mieux fonctionner que toute seule dans une chambre. Puis ça vient parce qu'on dormait, c'était rare qu'il y avait une grotte par famille ou une grotte par personne, you know? Fait que les enfants, ou même l'humain en général, on a été habitués à dormir en gang. Ce qui fait que l'autonomie du sommeil est effectivement un apprentissage qui est possible, jamais obligatoire, mais il faut comprendre qu'on part de loin pour s'endormir seul dans le noir, à l'horizontale, sans nécessairement avoir une présence physique pour nous réconforter. Autre chose, depuis la nuit des temps, en fait, nous, maman, on a été programmés, j'aime pas le mot programmé, mais prêtez-le-moi 2 instants, pour être une maman. C'est pas compliqué. Ça fait depuis la nuit des temps que notre instinct maternel se peaufine, se développe et qu'il y a quelque chose d'inné à l'intérieur de nous. Fait que là, je sais pas en quelle année on a commencé à dire aux mamans, excuse-moi, ça se pourrait que tu scrapes ton enfant, mais c'est chose impossible. Bon, c'est sûr que si tu te lèves le matin avec le seul et unique but de briser le lien d'attachement avec ton enfant, probablement que tu vas réussir à le faire. Mais je veux que tu saches que si tes actions sont orientées de façon bienveillante et d'offrir le meilleur de toi-même à ton enfant, ben c'est impossible de briser ça, ce fameux lien d'attachement-là qui est inné, en fait. Dès la naissance, ton enfant a besoin de tes bras, de ta proximité, ressent ton odeur. C'est toi qui vas être le pourvoyeur probablement nutritionnel si tu allaites aussi. Donc, il faudrait vraiment arrêter de se tirer des roches, puis surtout de douter de nos compétences à prendre soin de nos enfants, parce que c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Hein, je sais que dans une société où les mamans sur Instagram frôlent la perfection, c'est plus difficile de s'y retrouver, puis ça nous met une pression énorme. Mais il faut aussi savoir que le stress, la plus grosse pression de stress que se met une maman, c'est ni de son pédiatre, ni de son infirmière du CLSC, ni de son conjoint, ni de son entourage, mais c'est une pression qu'elle se met elle-même. Fait que là, on va apprendre à respirer ensemble, puis à se dire, ceci est une aventure. Il y aura des bons coups, il y aura des moins bons coups, mais c'est ce qui fait de l'aventure du motherhood une aventure aussi rocambolesque, aussi gratifiante et aussi remplie d'amour, j'ai le goût de te dire. Deuxième chose, ou en tout cas, je sais pas, j'ai perdu le fil de ma liste parce que clairement, je dévie de mon canevas, mais ça fait partie de ma vie. Donnez-moi un sujet et j'en fais une vidéo de 30 minutes. Mais je vais essayer d'être quand même le plus bref possible parce que je sais que tu as d'autres choses à faire dans ta journée que de m'écouter parler de ton bébé Homo sapiens en mode nomade. Donc, l'autre sujet que je voudrais aborder, en fait, c'est la signification des pleurs. Okay? Je l'ai dit tantôt, la majorité des hommes sont partis chasser le mammouth pour maintenir la famille, pour leur donner de quoi manger, pour vraiment prendre soin de la famille, mais plus au niveau nutritionnel, sécurité. Okay? Maman reste avec ses comparses femmes des cavernes autour du feu.
Donc, c'est sûr et certain que quand vous prenez des méthodes d'entraînement au dodo, ou même quand un enfant pleure parce qu'il a faim, chaud, froid, parce que c'est un changement d'heure, parce qu'il s'est passé un gros bruit, parce que toutes les raisons sont bonnes pour pleurer, le pleur n'a pas la même signification pour une maman que pour un papa. Et là, je me permets une parenthèse, c'est aussi vrai dans les couples homosexuels, il y a toujours un parent qui est plus sensible aux pleurs que l'autre. Ça fait partie de la game, ça fait partie de notre homo-sapienité, OK? Puis une chance qu'on est là pour se compléter, bien entendu. Donc, quand tu pratiques une méthode comme la méthode d'endormissement autonome chez Bedaine Urbaine, rentrer, sortir de la chambre, par exemple, sachez que ce n'est pas une méthode qui est obligatoire de prendre non plus, à chacun son rythme, à chacun ses valeurs, puis chaque enfant a ses besoins propres à lui-même. Mais quand on prend ces méthodes-là, c'est possible que ton conjoint te dise quelque chose du genre « Hey, reste assis ici, c'est pas un vrai pleur » ou « Ouais, ça fait 30 secondes que tu es sorti, mais je veux qu'on comprenne ensemble qu'une maman des cavernes avait besoin de se sentir interpellée par le pleur de son enfant. » C'est ce qu'on appelle la survie humaine. Je n'ai non seulement besoin d'être interpellée par le pleur de mon enfant, mais je dois reconnaître le pleur de mon enfant et je dois me mettre en mode action. Donc, c'est une saine chose que de répondre rapidement aux pleurs d'un enfant. On aura probablement une autre vidéo sur la différence entre une réponse complète et une réponse rapide, mais je veux qu'on comprenne ensemble qu'un enfant qui pleure dans tes bras, tu n'es pas en train de le laisser pleurer. À la neuroscience, on ne nous a pas dit « Mon Dieu, le pleur est le démon ». On a parlé de laisser pleurer un enfant seul, tout dans le noir, sans nécessairement répondre à ses besoins. Mais ça, c'est quelque chose d'évident dans le développement humain parce qu'on ne ferait pas ça avec notre meilleur ami non plus. Donc, c'est normal, c'est sain, c'est anthropologique du le fait que tu sois plus sensible aux pleurs de ton enfant que de ton conjoint. Ça ne fait pas de toi une maman poule, ça ne fait pas de toi une maman qui est trop sensible, ça fait de toi une maman. Point barre. On n'en parle plus. D'autres choses, j'en ai parlé tantôt, mais ce qui rend le motherhood un petit peu plus compliqué ces dernières années, c'est qu'on manque de bras de rechange, on manque de membres dans notre tribu bienveillante. Souviens-toi que dans la même grotte, on vivait entouré de gens. Donc, quand la maman, femme des cavernes, avait besoin d'un peu de repos, il y avait toujours une paire de bras de rechange. Il y avait des enfants plus grands pour prendre soin des plus petits. Maintenant, dans notre motherhood, on est souvent seul, hein, nos familles sont éloignées, on manque de ressources, particulièrement avec la période qu'on vient de passer des années 2020 à 2022. Ça a été difficile de trouver de l'aide, ça a été difficile aussi de demander de l'aide, mais il faut arrêter aussi de penser que de demander de l'aide, c'est une preuve de faiblesse. Hein? C'est une preuve d'intelligence. De lever un flag puis de dire « Hey, j'ai besoin d'aide ». Il faut vraiment arrêter de penser que les mamans de ce monde qui ont l'air à avoir tout leur shit together le font toutes seules. Je suis la première à demander de l'aide parce que j'ai une entreprise, je suis une mère monoparentale, j'ai un garçon à m'occuper, j'ai plein de projets. Demander de l'aide, je le répète, n'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve d'intelligence. Fait que entourez-vous de gens. Puis quand je parle de tribu bienveillante, je ne parle pas de vous entourer de gens qui ne cessent de critiquer ce que vous faites. Mais voyons donc, il y a encore la suce dans la bouche. Mais voyons donc, tu l'allaites encore. Mais voyons donc, pas fatigué cet enfant-là. Les Suzanne de ce monde, on ne les veut pas dans notre tribu bienveillante. Quand je parle d'une tribu bienveillante, c'est une tribu qui te supporte, qui t'apporte quelque chose, qui te motive puis qui te tire vers le haut. Pas ceux qui te tirent vers le bas. Souvent, peut-être que toi, tu es au prix avec un membre de ta tribu bienveillante qui ne l'est pas tant. Tu peux peut-être lui demander de l'aide pour autre chose que de prendre soin de ton enfant. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une brassée de lavage, laver, plier et ranger, you know. Autre chose, un concept que j'aime bien et que j'ai appris ou qu'on a exploré avec l'incroyable et la tant extraordinaire Madame Ingrid Bayotte, on parle de l'hypervigilance. Ton enfant est en mode survie. Il a habité dans une grotte avec des lynx puis des mammouths. Donc, c'est pas vrai qu'il y a juste les besoins nutritionnels qui le réveillent la nuit. Mais il a besoin de comprendre que tu continues de veiller sur lui. C'est sa façon de ne pas être trop vulnérable. Et ça, jusqu'à l'âge de 3 ans, où le développement langagier fait de ton bébé homo sapiens un enfant homo sapiens, qui est peut-être un peu plus débrouillard, qui communique mieux avec les membres de sa tribu. Ce qui fait que jusqu'à 3 ans, un enfant qui se réveille la nuit, là, c'est pas ta faute. C'est pas de la sienne. On appelle ça le phénomène de l'hypervigilance. Vouloir vérifier qu'il y a toujours quelqu'un qui peut venir nous sauver en cas de besoin. Okay? C'est aussi simple que ça. Et oui, il y a des enfants qui sont plus hypervigilants que d'autres. Ça fait partie aussi de la personnalité des enfants. Mais encore une fois, il n'y a pas un meilleur enfant, il y a un moins bon enfant. C'est des enfants qui ont des personnalités et des tempéraments différents. Puis ça, je trouve ça important de le mentionner parce qu'on a tendance à mettre des étiquettes sur nos enfants, ce qui n'est pas nécessairement
sain de faire. Oui, je le sais qu'il y en a qui écoutent la vidéo puis qui ont des babys, puis des EABI, là, tes enfants ont besoin intenses. Si ça peut vous aider à dédramatiser le fait, à mettre un diagnostic sur le tempérament de votre enfant, sachez que c'est correct, puis ça peut aider plusieurs d'entre vous. Mais il ne faut pas penser que notre enfant est moins bon, que c'est notre faute, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On appelle ça le tempérament, où il y a une partie génétique, il y a une partie de l'environnement, mais ça fait aussi l'unicité de l'être humain, puis il faut voir ça comme quelque chose de beau. Bon, je sais là, que quand tu n'es plus capable de déposer ton enfant parce qu'il ne cesse de pleurer, c'est un peu moins beau, mais apprends à voir le beau dans le moins beau aussi, c'est ce qu'on appelle le yin et le yang. J'aimerais aussi glisser un mot sur le fameux réflexe de Moreau, celui qui, tu as l'impression que ton enfant tombe dans le vide là, quand il y a un bruit soudain. Mais l'idée derrière ce fameux réflexe-là, qui est un réflexe de survie, c'est de pouvoir s'accrocher à sa maman. S'il y a, par exemple, je sais pas, un rugissement d'éléphant ou de mammouth, est-ce qu'un mammouth, ça rugit? Probablement pas, mais peu importe, un bruit soudain, l'enfant est programmé pour s'accrocher, pour que sa maman, en mode nomade, puisse partir à la course sans nécessairement avoir besoin de tenir son enfant. Fait que si on appelle ça aussi, il y a aussi un autre phénomène de grasping. On va se faire une vidéo sur les réflexes parce que clairement, il y a beaucoup de choses à dire, mais le fameux réflexe de Moreau, c'est ça. Fait que ton enfant, pourquoi il a les bras qui tombent par en arrière? C'est simplement parce qu'il n'y a pas nécessairement quelque chose pour s'accrocher. Fait que c'est ça l'origine du fameux réflexe de Moreau. Et autre chose, pourquoi un enfant, en tout cas, ça fonctionne un certain temps. Il y a certains enfants pour qui ça va fonctionner très longtemps, vitam aeternam, d'endormir et déposer un enfant. Mais encore une fois, instinct de survie. Si je m'endors et ma maman, femme des cavernes, en mode nomade, me dépose, je deviens très vulnérable. Quand je dors, je ne suis pas éveillée. Ça semble être très logique, mais je deviens aussi très vulnérable aux animaux qui m'entourent. C'est pour ça que les enfants ont un réflexe d'autodéfense, un réflexe de survie, de dire quand je m'endors à quelque part et que le liquide cérébral qui entoure mon cerveau bouge, un peu comme la même chose quand on prend les autoroutes puis les bandes d'arrêt d'urgence qui font drrr, mais c'est un peu la même chose, c'est fait pour nous réveiller. C'est aussi un réflexe de survie. Donc, endormir, déposer, je deviens très vulnérable. Donc, pour la majorité des enfants, ou quand ils deviennent conscients de leur environnement, ne voudront plus être endormis et déposés par crainte de se faire manger par un lynx. Bon, tu peux soit montrer à ton enfant à s'endormir seul dans son lit pour qu'il puisse rester endormi le temps qu'il a besoin pour récupérer. Tu pourrais aussi prendre ton porte-bébé comme une femme des cavernes et le laisser dormir en mode nomade. Et tu pourrais aussi lui expliquer qu'en 2022, il n'y a plus vraiment de lynx dans l'appartement ou dans ta maison. Mais ça, c'est peut-être plus le combat d'une vie. Je pense que de se battre contre le développement de l'enfant, on est mieux de le comprendre, de l'accepter et surtout de s'adapter. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, je t'invite à le partager, active la clochette de notification, fais tout ce que tu peux pour faire exploser notre chaîne YouTube et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. Peut-être l'Homo sapiens en mode nomade avec la version des réflexes primitifs. En tout cas, bref, j'ai plein de sujets encore à explorer avec vous et je vous dis à très bientôt, Top Top Moms!